Bienvenue dans le podcast des fantômes. Ce podcast vous est offert par l'Office de tourisme du Val-de-Somme. Depuis 6 ans, les fantômes du vendredi font revivre les personnages du passé. Dans une visite spectacle imaginée et mise en scène par Jean-Philippe de Oliveira, de la compagnie À l'évidence 3 petits points, le visiteur a l'occasion, chaque vendredi soir, de plonger dans l'histoire du Val-de-Somme. Pour cette année, l'Office de tourisme du Val-de-Somme vous emmène plus loin dans les coulisses de cette nouvelle édition. Bienvenue dans cet épisode spécial table ronde intitulé « À la table des fantômes ». Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast des fantômes. Merci messieurs d'avoir répondu présent à notre invitation. Pour celles et ceux qui nous écoutent, on va déjà se présenter en tant qu'animateur de ce podcast. Moi c'est Marie, chargée de développement marketing et référente mémoire. Et je suis Valentin, animateur du patrimoine. Et on fait tous les deux partie de l'équipe du Val-de-Somme. Et aujourd'hui, on inaugure justement cette nouvelle émission audio en se mettant à la table des fantômes. C'est le nom de cet épisode qu'on inaugure avec vous, messieurs. Donc autour de cette table ronde qui n'est pas si ronde, on reçoit donc Thomas Le Gloanec, comédien professionnel, et Jean-Philippe de Oliveira, comédien et metteur en scène pour la compagnie À l'évidence 3 petits points. Bonjour. Alors avant de commencer, on peut parler un peu plus en détail des fantômes du vendredi, notamment pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas ce que sont les fantômes du vendredi. Alors comme on le disait en intro, les fantômes du vendredi, c'est une visite spectacle qui est proposée par l'Office de tourisme du Val-de-Somme et imaginée, écrite et mise en scène par toi, Jean-Philippe, aux côtés de la compagnie de théâtre À l'évidence 3 petits points, dont on parlera dans quelques instants. C'est une visite un peu particulière qui a lieu tous les vendredis soirs entre juillet et septembre. Les dates varient d'une année à l'autre. C'est une visite qui est conduite par le personnage du guide, un personnage à part entière que tu interprètes, Valentin, en ta qualité de guide conférencier pour l'Office. Et pendant cette visite, les spectateurs vont être amenés à déambuler dans les rues de la ville et à rencontrer les personnages du passé qui sont interprétés par des comédiens professionnels, dont toi, Thomas, et par des bénévoles que tu accompagnes, Jean-Phi. Cette année, le spectacle a fait peau neuve avec une toute nouvelle édition qui retrace l'histoire de la ville de Corbie, mais aussi du Val-de-Somme, de la Révolution française à la Libération, une période marquée par les conflits et la violence, mais aussi, je pense, par le changement et l'espoir. Et à l'heure où on enregistre cet épisode, les fantômes 2024, c'est terminé. On va pouvoir du coup faire ensemble le bilan et replonger dans cette édition qui nous a particulièrement marqué, qui a été, on peut le dire, l'édition de tous les records, que ce soit en termes d'inscrits ou en nombre de costumes, de bénévoles, de moyens techniques. C'est de toute façon l'événement phare de la saison touristique dans le Val-de-Somme, et je pense qu'on s'entend tous autour de la table pour dire que cette édition, on en est tous très fiers. Bref, sans plus attendre, un petit tour de table. Eh bien, Jean-Philippe donc de Oliveira, metteur en scène, auteur et comédien, puisque je joue aussi à titre professionnel sur le spectacle. Je joue aussi quelques personnages historiques, 5 notamment sur cette édition. Voilà, donc j'ai eu le plaisir d'écrire cette partition pour comédien professionnel et amateur. Donc oui, donc je m'appelle Thomas, je suis comédien professionnel. Là sur cette édition, j'ai eu 2 rôles, on va dire, et un micro-rôle. mais quel micro-rôle? Mais quel micro-rôle? Paul Caillé, très important personnage. Donc oui, il y avait Paul Doublier, un premier personnage, donc un industriel du coin, début 20e, et puis un soldat anglais, Wilfred Owen, qui est très connu en Angleterre et qui est un poète connu et reconnu là-bas. Voilà. Alors avant de parler de cette nouvelle version, Jean-Philippe, est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé des années précédentes? Que s'est-il passé de la genèse des fantômes du vendredi à cette année? Oula, alors du chemin. Sur la genèse, ce qu'il faut pas oublier de dire, c'est que l'idée originelle, c'est Éric Laussan, qui est l'ancien directeur de l'Office de tourisme du Val-de-Somme, qui l'a eu, qui avait expérimenté avec les guides du Val-de-Somme des visites conférences costumées, on pourrait les appeler un petit peu comme ça. Mais voilà, ça restait à l'étape de visite conférence costumée. Et puis il y a eu cette rencontre avec le travail de la compagnie et Eric, et où je crois pouvoir dire, il a senti qu'il y avait un potentiel là qui permettait peut-être d'aller plus loin
puisque dans le travail de la compagnie, on est clairement sur un théâtre de proximité et populaire, populaire au sens très large du terme, hein, c'est-à-dire qui touche toutes les classes sociales qui fondent le peuple. Et puis voilà. Donc il y a eu d'abord une première année en 2019 où on a fait apparaître de mémoire 4 personnages. On était 2 comédiens et comédiennes. C'est Katharina qui était là. Et puis, ma foi, ça a pas trop mal fonctionné. C'était la première fois où on arrivait du coup sur ce type, parce que il y a une particularité aussi des fantômes. C'est que si à l'évidence 3 petits points est une structure pro, on travaille beaucoup avec les amateurs. Et on avait besoin pour créer une ambiance dans l'abbatiale en 2019, on avait besoin de quelques bénévoles pour faire apparaître des tableaux vivants. À l'époque, c'était vraiment juste des tableaux vivants. Il y avait des apparitions de moines bénédictins fantomatiques. Et il nous fallait de la figuration. Et donc c'est la première fois où on a vraiment mêlé au travail professionnel les amateurs qui suivent les ateliers de la compagnie. Ça c'est la base. Et puis petit à petit, on a eu une version on est arrivé à I, où là on s'est retrouvé en fait avec une ruine de château dont il restait quand même pas grand-chose. On s'est rendu compte que puisqu'il s'agissait de valoriser le patrimoine, à AI, il n'allait pas être possible de valoriser en soi le patrimoine, puisque le patrimoine n'existe quasiment plus. Donc il fallait que ça passe par les gens. Je permets tout ça parce que c'est vraiment ce qui explique comment on en arrive à aujourd'hui. Hein. Il fallait que ça passe par les gens. Donc on a développé davantage, notamment la partition des amateurs, avec une figuration beaucoup plus présente, costumée, des scènes ici et là, de tableaux vivants qui étaient toujours un petit peu à distance. Quelques amateurs ont commencé à jouer des toutes petites partitions avec les comédiens. Je pense à Pinabel par exemple, qui accompagnait Ganelon. Voilà, pour synthétiser. Et puis on arrive à cette version où il s'agissait peut-être de renouveler le modèle des fantômes, en gardant son esprit qui était de faire réapparaître des gens qui ont fait l'histoire locale. Et puis en fait, sur la question des amateurs, il y en a qui sont là depuis 6 ans et qui petit à petit, en continuant les ateliers, se sont aguerris, ont grandi en compétences aussi, voilà, dans leur qualité de travail en tout cas au plateau. Et puis on s'est dit, mais ça collégialement avec le Val de Somme et la compagnie, bingo, faisons une place peut-être un peu plus importante, puisque là on avait à la fois du patrimoine, la pierre, mais on avait aussi besoin des gens, puisque traverser 14-18 en l'occurrence et 39-45, notamment la résistance locale, ça passe inévitablement par les gens. Voilà. Donc, on a écrit cette fois une partition qui était un peu plus développée, en tout cas sur la partie amateur, quoi. Oui, ce qui a donné en fait la nouvelle version de cette année. Enfin, ça s'est fait assez naturellement. Oui, c'est un parcours. C'est pour ça que j'entamais en disant c'est un chemin. Oui, c'est ça. C'est un parcours. Les choses, elles se sont construites en allant. Et puis après, au détour du chemin, il y a la rencontre avec Thomas, que je connaissais déjà au moment où les fantômes ont démarré, mais il était lillois. Je sais pas ce qu'il faisait là-haut. Et puis finalement, il est revenu un peu sur terre, il est redescendu. Et voilà. Et à tous les niveaux, je pense à Florence Legrand qui dessine et qui confectionne les costumes depuis le début. Ça fait 6 ans que Florence est présente sur les fantômes du vendredi. Elle a une formation styliste modéliste. Enfin voilà, c'est son domaine. Mais même elle, sur la question des recherches historiques, sur la question du souci du détail, de l'historicité des costumes, elle a énormément grandi en compétences, elle va plus vite. C'est ce qui a permis d'avoir quasiment une 40aine de costumes aujourd'hui sur la version des fantômes du vendredi. Voilà. Donc il y a petit à petit une équipe qui s'est modelée, tant d'un point de vue professionnel, je le dis haut et fort à ce micro, tant que Thomas sera là, moi je ne vois pas une session des fantômes du vendredi sans Thomas, voilà, enfin tant qu'il voudra être là. Hein. Pour l'instant ça va. Mais tout comme ce travail, il ne pourrait pas se faire sans, pour moi, la présence de Florence. Voilà, c'est vraiment un travail d'équipe en tout cas, et sans la présence d'une majorité aujourd'hui des amateurs du spectacle.
Mais justement, ouais, avant d'entrer dans les détails de ce spectacle, dans De cette l'écriture, édition, les voilà. personnages, etc., effectivement, on sent qu'il y a eu un travail sur l'écriture, sur le jeu, sur les personnages. On peut justement peut-être parler de l'aspect technique qui a pris une dimension cette année, je trouve assez différente déjà de l'année dernière. Enfin, nous, avec Valentin, on n'a qu'en comparaison N-1, entre guillemets. Comment justement vous avez travaillé à mettre en place un son et lumière pareil avec tout le travail à côté Du son et de la lumière, du pas son, un son et oui, lumière. oui, oui, Les oui, fantômes oui, du oui. vendredi oui, ne oui. sont pas un son et lumière. Ouais, ouais. Je respecte le genre, mais la spécificité des fantômes du vendredi, c'est que ce ne sont ni des visites théâtralisées, ni du son et lumière. C'est un genre qui est très à part. Voilà. Je me permets de citer Pierre-Yves, qui est directeur d'Amiens Métropole, de l'Office de tourisme Amiens Métropole. Ce qu'il voit dans les fantômes du vendredi, c'est vraiment le théâtre au service de l'histoire et du patrimoine. Et alors ça, je suis heureux, c'est une des plus belles choses que, personnellement, voilà, sans flagornerie aucune, on ait pu me dire, parce que moi, je suis un amoureux du théâtre d'abord. J'aime l'histoire, mais je suis d'abord un amoureux du théâtre. Et au départ, l'évolution technique, elle arrive parce que on était sur la Genèse. La Genèse, ça part de visites, de visites costumées. Conférencières et costumées. Moi, j'ai gardé ce modèle-là au début. C'est-à-dire qu'on avait 4 personnages avec un monologue de 8 minutes à peu près. Mais sauf que moi, j'écris des partitions pour comédiens. C'est ma fonction. C'est ce qui fait que, dès le départ, il y a eu quelque chose de beaucoup plus organique, forcément, puisque c'était des comédiens qui jouaient avec des vrais dessins de personnages, des vrais contours de personnages. Et voilà. Aujourd'hui, on est arrivé à un endroit où, effectivement, si on veut pousser les choses plus loin, il fallait amener davantage d'éléments. La compagnie a grandi aussi, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une capacité technique que nous n'avions pas il y a 6 ans. Ça, c'est une réalité, par exemple, qui fait partie du parcours. Ce qu'on a fait cette année, sans surcoût pour le Val-de-Somme, faut bien le préciser, sans surcoût pour le Val-de-Somme, c'est parce que nous avons les compétences techniques et le matériel technique à disposition. Voilà. Donc, la scène 14-18, par exemple, comment on arrive à de la technique, pour revenir à cette question-là, je savais que, dès le départ, je voulais écrire une partition pour 3 comédiens, puisqu'il y avait l'infirmière Wilfrid Owen et Stanley Wilson. Je souhaitais pas que nous ayons, ça avait fait partie dès le départ de l'enjeu de cette année, c'est-à-dire de casser un peu le côté je fais un monologue et puis le public passe à un autre personnage qui fait un monologue, d'avoir quelque chose de plus dynamique, interactif, voilà. Donc ça, c'était un des éléments posés sur la table. Donc à partir du moment où j'écris une partition pour 3 comédiens, il faut que tout ça se fracture, s'interpénètre, se réponde, etc., etc. Et j'ai cherché à voir comment on pouvait ouvrir. Je suis un passionné du son aussi. Alors, j'adore le théâtre, mais j'adore le son. Je pense dans une future vie, je ferai ingénieur du son. Mais d'où le fait d'amener, par exemple, dans une petite rue qui a peut-être une allure de tranchée, parce que c'est vrai que les gens sont massés là, ils sont 60, un peu serrés les uns aux autres, très très près des comédiens. Ça, c'est ce que j'aime et c'est ce qu'on aime dans notre compagnie, c'est cette proximité-là. Voilà. Donc à un moment, du coup, pouf, effectivement, je retrouve le journal du jour où Stanley Wilson est mort. Je me dis, il faut qu'on entende ça. Voilà. Donc la technique, elle est venue vraiment. Elle est pas, c'est pas un artefact, c'est pas un artifice. C'est vraiment quelque chose qui vient servir le propos, quoi. Et C'est un personnage. Voilà. Et toi, Thomas, à l'intérieur, tu l'as senti comment, justement, dans la scène des soldats, cet ajout de son? De toute façon, c'est toujours très agréable. Hein. La technique, mais comme dit Jean-Phi, elle est là au service du jeu et ça, on le sent. En tout cas, quand il y a une partition sonore, c'est vraiment, c'est très agréable à jouer. Nous, ça nous fait des temps entre guillemets de repos en tant que comédien. Enfin, j'aime pas dire ça parce que du côté des spectateurs, il y a de l'émotion qui agit, mais ça donne du corps à la scène, ça c'est clair. Et cette proximité, aussi. Moi, je me souviens quand on a commencé la première fois qu'on a fait les répètes, je suis arrivé dans la ruelle, j'ai dit à Jean-Phi, oh là là, on n'a pas de place. Et en fait, Jean-Phi avait l'air sûr de lui, donc j'ai dit on va tester.
Et effectivement, ouais, ce côté tranché, ce côté proximité, ça avait beaucoup de sens. Notamment, il y a eu 2 ou 3 sessions où il pleuvait un peu et bah, en tant que, je pense même moi perso, j'avais vraiment l'impression d'être dans des tranchées, quoi. Il y avait un truc. Et au niveau du son, cette petite ruelle, bah, du coup, on était dans un espace, je sais pas comment dire, très, enfin le son était bon, quoi. Et on était vraiment dedans. Et vraiment tout proche des gens aussi. Et donc ça, c'était très très intéressant. Ça crée vraiment une bulle pour le jeu et même pour le spectateur. Je pense que du coup, cette rue-là qui était très étroite sur 14-18 fait que tu rentres tout de suite dans un... Et ça s'est senti au niveau de l'émotion, en fait. Les gens, après, repartaient dans les rues de Corbie en étant très silencieux, en fait. Eux-mêmes fantomatiques. Eux-mêmes, ils portaient un espèce de deuil. Ouais, c'est vrai que Mais et justement, oui, il y a le son, il y a alors, les jeux de lumière parfois, mais il y a aussi les costumes. Et Bien sûr. on parlait du travail de Florence Legrand, donc, qui est la costumière de la compagnie, qui a dû, je pense, repenser une partie des costumes cette année. Bah oui. Oui, puisque de toute façon, à part le début, Quai de Saint-Émour, qui est quand même le même costume depuis 2019. Hein. Et Raoul à la fin, tout a changé en fait à l'intérieur. Et justement, est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus sur le processus qu'elle a entrepris pour créer tous ces costumes? Enfin, j'imagine qu'il y a un gros travail de recherche, aller chercher à droite et à gauche ce qu'il faut. Et je sais qu'il y a un souci du détail. Et après, on reviendra sur en quoi ça aide aussi à se mettre dedans pour les comédiens. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui, ce qui sera bien, c'est de lui donner la parole à elle à un moment. Mais moi, de ce que j'en sais, Florence est une perfectionniste, vraiment. Je le vois sur des spectacles de théâtre plus traditionnels, puisqu'on travaille toujours avec Florence, ou plus classique traditionnel, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas plus classique, un rapport scène-salle. Elle est dans ce même souci de perfection. Et c'est moi, parfois, qui lui dis, non mais attends, t'embête pas, enfin, là, les gens, ils vont être à 15 mètres, ça va pas se voir. Mais voilà, faut pas qu'il y ait un fil qui dépasse, quoi. Et ça, c'est la puissance vraiment du travail de Florence. Je donne un exemple. Alors c'est pas directement le costume, mais au niveau accessoire, puisqu'elle a aussi géré 90% des accessoires du spectacle. C'est cette histoire de poste, quoi. C'est ce poste radio qu'on a sur la scène des Résistants, qui est un poste qui a été fabriqué en 1937 en Hongrie. Et l'idée c'était ça, c'est-à-dire que faut pas faire l'économie de l'historicité, en fait. Voilà, c'est ça. On est au service de l'histoire, on raconte l'histoire, et on raconte pas une histoire, on raconte l'histoire. Alors l'histoire, elle a plein de façons d'être aperçue. Ici, je pense qu'on sera tous convaincus, mais il y a plein d'angles de vue sur l'histoire. Mais en tout cas, à un moment, un poste des années 40, c'est pas un poste des années 70. Voilà. Donc il fallait par exemple trouver ce poste qui corresponde réellement à ça. Et Florence, elle est allée à Troyes pour aller nous trouver, parce qu'il y a quelqu'un qui vendait là-bas un poste vraiment. Le costume de l'infirmière a été assez extraordinaire, parce que et là c'est le coup de bol, c'est-à-dire qu'elle tombe en échange par messagerie, voilà, ça part d'un tablier qu'elle veut acheter. Et d'un vieux tablier coton qui se dégrade d'ailleurs, parce qu'en fait le machin, je crois qu'il a pas loin de 80-90 ans. Mais oui, le tablier qu'elle a comme ça, en triangle, ouais. Et elle découvre qu'en fait c'est une ancienne infirmière retraitée très âgée, qui est tellement heureuse de savoir que ça va servir sur un spectacle, lui fournit du coup les bandes, etc. Enfin voilà, il y a eu un vrai échange humain. Voilà. Donc Florence, c'est quelqu'un qui fouille, qui va dans les détails. Je sais qu'elle est pas encore entièrement satisfaite, parce que là il y avait des contraintes budgétaires qui à un moment posent aussi des limites. Mais voilà, la scène des révolutionnaires, je sais qu'elle aimerait pouvoir la développer complètement pour
pour aller plus loin. Mais ça passe par de la recherche. C'est-à-dire qu'elle cherche quelles étaient les couleurs de l'époque. Quand on parle de la Révolution, c'est quoi les couleurs dominantes à l'époque, sachant qu'on n'a pas les colorants que nous avons aujourd'hui. Donc, elle est vraiment sur tout ce travail, quoi, en tout cas, de recherche de matière. Moi, je lui avais trouvé des bandes, je donne un détail, mais sur la scène 14-18, je dis, regarde, là, il y a des bandes, elles font assez vieilles, mais elles avaient 2 bandes bleues. Il dit, mais non, 14-18, il n'y a pas les bandes bleues. Non, faut qu'on trouve d'autres bandes. Il n'y a pas les bandes bleues en 14-18. Voilà, ça, c'est le travail de Florence qui est assez étonnant. Mais c'est vrai que je me souviens aussi, quand on avait échangé pour la première fois sur les fantômes, nous, de notre côté, on savait qu'en termes de budget, ce serait peut-être compliqué d'aller chercher des costumes de soldats. Donc on a dit, non, mais t'inquiète pas, on va trouver d'autres solutions pour pas forcément qu'ils soient habillés en soldats. Bon, vous êtes en soldat. Et je suis pas sûr que Florence aurait accepté que ce soit dans un autre... ce soit possible de le faire sans les tenues de soldats. Non. Ouais, ça c'est sûr. Parce qu'on a cherché, tant d'un point de vue mise en scène, parce qu'on travaille énormément forcément en aller-retour. Vraiment, on a cherché. On a cherché comment on pouvait. On s'est dit, de toute façon, le moment où on est en 14-18, ils sont plutôt dans l'hôpital. Donc on recherche. Et l'un et l'autre, elle s'est tapé des documentaires aussi et des documentaires, et on tombe sur pas mal de photos, de choses comme ça. Mais en fait, soit une espèce de pyjama chemise de nuit, comme on connaît un petit peu, soit en fait ils étaient avec leur costume, Alors pas forcément habillés entièrement. Tout le fait que Mika passe sa veste au début, par exemple, et Wilfried Owen, mais globalement ils étaient avec leur uniforme, quoi, costume. C'est la théâtralité qui amène à ça, mais avec leur uniforme. Donc il fallait les uniformes. Mais ça va avec le son, c'est-à-dire comment on raconte la guerre, comment on fait entendre la guerre. Ça a été une vraie question sur la scène 14-18. Ça a été un cas de conscience parce que ça tire. Ça tire avec des armes à feu, balles à blanc, mais qui ont la même puissance qu'une arme à feu classique, en termes de son. Et je me dis, mais est-ce que c'est soutenable seulement d'avoir 3-4 flingues qui tirent comme ça avec les gens à côté? Au départ, je me suis dit, peut-être que c'est peut-être un peu trop. Et puis en fait, mais comment on peut faire sentir aux gens, comment on peut être immersif d'un point de vue du spectacle, si on fait pas sentir l'odeur de la poudre à canon, si on fait pas sentir le bruit que ça fait quand il y a une arme à feu qui tire à côté de nous. Bon, voilà. Donc c'était le choix, pareil. C'est passé par un autre vecteur qui est un accessoire, mais les costumes, c'est du même acabit. C'est-à-dire, non, il faut que leur costume soit là, leur costume laineux. Et justement, Thomas, ce travail qui est fait sur les costumes, parce que c'est vrai alors, il y a beaucoup de costumes, beaucoup de changements. Cette année, ça a été très dense en termes de tableau. Comment on ressent les costumes et comment ils te permettent aussi de changer comme ça d'un personnage à un autre. Comment tu travailles avec en collaboration avec le travail qui est fait derrière avec Florence, ce souci du détail, du costume. Déjà, c'est du pain béni d'avoir des costumes comme ça, puisque c'est l'image qu'on donne aux spectateurs. Déjà, elle est déjà là avec le costume. Après, moi, je suis très très sensible aux costumes, même avant de faire les fantômes du vendredi. Dès que je mets un costume, je me sens plus dans le personnage. Ça, c'est propre à chacun, mais moi, ça m'aide beaucoup. Après, oui. Après, c'est vrai que la difficulté, parce que là, moi, j'ai 2 scènes pour moi qui s'enchaînent. Et donc, faut passer d'un industriel, un patron, machin, peut-être assez autoritaire, à quelqu'un qui me paraît beaucoup plus sensible et tout ça. Et il y a le changement de costume où concrètement il y a le stress du changement de costume et tout. Et c'est vrai que ça demande ça demande une grande concentration en fait pour passer d'un personnage à un autre. Et il y a un truc marrant que les gens voient pas, mais moi j'ai l'impression des fois que j'ai une transition où je suis le mélange des 2 personnages quand d'un coup une espèce de où j'ai la voix de l'un, le truc. Il y a aussi le costume, il transforme aussi le corps parce que faut le porter d'une certaine façon. Par exemple la veste de d'oublier, tout ça c'est ça implique, on peut pas faire tous les mêmes mouvements, pareil avec les soldats et tout ça. Donc ça change le corps et ça aussi ça joue dans notre jeu. Je peux me permettre? Ouais.
Ouais, moi j'aime bien cette idée-là ça passe par le corps. Là, c'est plutôt ma parole de comédien évidemment. C'est-à-dire que, vous voyez Raoul, si j'ai pas le corps, je suis quasiment incapable de trouver la voix de Raoul. C'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose. Moi, j'aime pas trop la notion d'entrer dans la peau du personnage, comme disaient mes copains, c'est dégueulasse, on sait pas qui l'a porté avant. Et être dans le personnage, je trouve ça très sexué, mais moi j'aime bien l'idée d'incarner. C'est-à-dire, c'est comment on emmène dans sa propre chair et comment de sa chair et de son corps, de sa voix, on fait sortir quelque chose qui tend à l'image, en tout cas à l'idée qu'on a de ce personnage-là. Et ça passe par le corps, effectivement. C'est énorme. Et le costume là-dessus aide énormément. Je rejoins 200% Thomas. Le porté du costume. Et là-dessus, c'est pareil. Flo, elle a ça. Elle sait ça. Elle sait que selon comment le costume va être plus ou moins, serré, plus ou moins en tension, ça va amener une contrainte entre guillemets de corps qui va amener à un autre jeu inévitablement, quoi. Oui, comme toi, t'écris les textes pour les comédiens, Ah bah Florence oui, fait les costumes pour les comédiens. Mais bien pour sûr, sur un autre spectacle qu'on a avec une autre com de com, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est Hélène Coé qui joue. Et pour moi, c'est super beau de voir. Il y a Flo qui fait les premiers croquis du costume. Mais en fait, elle dessine le costume pour Hélène Coé. C'est-à-dire, elle a une notion... mais voilà, elle a bossé dans le prêt-à-porter, la mode, etc., mais de très près, c'est-à-dire dans la confection et la réflexion. Et du coup, quand elle sait que c'est Thomas qui va jouer Doublié, elle va chercher un costume pour Doublié, mais elle va chercher un costume pour Thomas. Idem pour moi, voilà. Et ça, c'est fort, quoi. Ouais. Ça, c'est fort. Et cette année, petite particularité, c'est qu'on a des enfants sur cette édition. Oui. Peut-être que tu peux, pareil, nous parler de toi, comment tu as travaillé en intégrant comme ça des enfants, et si tu as un mot sur comment Florence a aussi à appréhender la construction des costumes pour les enfants, toujours avec, pareil, j'imagine, cette véracité aussi du détail par rapport à l'époque, mais ouais, comment on travaille avec des enfants là-dessus, je fais pas de, évidemment, on adapte. Parce que et puis c'est l'essence de notre art. Je rappelle que l'art, c'est la capacité à s'adapter. Et donc on adapte. Mais par contre, j'ai la même exigence, en tout cas pour ma part, qu'il s'agisse des enfants ou des moins enfants. Les enfants apparaissent d'abord sur un questionnement avec Flo. Qu'est-ce qu'on fait effectivement? Est-ce qu'on fait revenir des enfants? Parce qu'il y en avait un petit peu à EI. Et je trouvais que on était d'accord sur le fait que c'était une énergie. Ça amenait un quelque chose. Et puis après, en réfléchissant à l'ensemble, donc Flo met ça sur la table. Ah oui, c'est pas effectivement. Et puis, je pense essentiellement à la Révolution. Les revendications sociales. Ouais. Comment, on est en 1920 au moment où on parle de Doublié et tout ça, comment ne pas avoir d'enfants sur cette période-là où le travail est autorisé 8 heures par jour à partir de 8 ans. Et la résistance où les enfants étaient baignés là-dedans. Les enfants des résistants, hormis quelques-uns comme un Camille Roland dont la famille n'a jamais rien su, et probablement pas sa fille, je crois que c'est une fille qui l'avait. Mais les enfants étaient là. Je pense à Suzanne Poté qui emmène ses 4 enfants et son mari dans cette confection de l'épicerie à Villers-Bretonneux. Les enfants sont là, quoi. Donc la présence des enfants, elle était salutaire aussi. Elle était et historiquement juste. Voilà. C'est comme ça qu'arrivent les enfants. Alors après, Florence, c'est le même travail, qu'il s'agisse d'un enfant, d'un adulte ou quoi que ce soit. C'est le même travail de recherche historique, en tout cas. Oui. Ouais. Et de précision, en tout cas, dans le costume. Ouais. On a parlé des enfants, mais il y a aussi la place des femmes qui a pris une dimension particulière cette année. Avant, on avait Bathilde, en partie, et puis Sainte-Colette, c'était 2 grandes figures féminines. C'était une volonté cette année de porter la voix des femmes via d'autres angles, justement, avec les ouvrières, les résistantes. Il y a 2 choses dans l'écriture de ce spectacle. C'est que, je l'ai écrit dans un contexte politique compliqué. Je l'ai écrit en juin, donc contexte politique intérieur compliqué.
et un contexte européen avec une élection américaine qui approche et dont en novembre les issues pourraient emmener d'un côté ou de l'autre ce qui peut se passer en Europe. Et quand on s'intéresse, alors là je pense essentiellement à la séquence 14-18 et la séquence 39-45, quand on s'intéresse à ça, qu'on regarde dans le rétroviseur, on se dit c'est même affreux de voir qu'il y a des ressorts historiques qu'on retrouve aujourd'hui. Je pouvais pas faire l'économie de ce truc-là. Sinon, ça ne sert à rien de s'intéresser à l'histoire. L'histoire, c'est nous raconter aujourd'hui, en fait. C'est notre présent. La question de la femme. Alors, il y avait déjà Quai de Saint-Émour. Puisque Quai de Saint-Émour, depuis 2019, il dit toujours, puisque bon, aujourd'hui, il faudrait voir à prendre en considération les femmes, ce qui n'a pas l'air de lui plaire grandement, mais voilà. Et partant de ça, je traverse les époques que nous devons aborder historiquement, et je me rends compte qu'effectivement, la notion d'infirmière, alors il y avait le religieux qui apportait le soin, etc., mais avec la naissance de la Croix-Rouge sur la médecine de guerre, c'est à partir de ça qu'on constitue un corps d'infirmières professionnelles. Une vraie question pour les femmes. Quand on aborde 14-18 et qu'on revoit d'un seul coup, j'avais complètement oublié moi ça, que en fait, bien sûr que c'était les femmes qui étaient au charbon, ça on le sait, mais comment ça s'est passé? C'est ça qu'on oublie. C'est-à-dire que quand il a fallu envoyer les bons petits gars sur le front, dont des batailles de la Somme avec 50 morts par seconde sur la bataille de la Somme, ce qu'on a demandé, c'est aux femmes de faire le travail des hommes, payé au tarif des femmes, c'est-à-dire moitié prix des hommes, en garantissant et en obligeant chaque femme et en garantissant à chaque homme que dès lors que la guerre serait terminée, ils reprendraient leur place et la femme rentrerait à la maison. Ça, ce sont des faits historiques. On peut regarder comme on veut, on peut avoir un parti pris politique, ce qui peut être le mien, en tout cas un angle de vue. La réalité historique, c'est celle-ci. On ne peut pas en faire l'économie. Donc, la question de la femme, voilà. Et c'est pareil. On a toujours une. Alors, j'en ai rien fait, par exemple. L'idée, c'était de combattre un peu, mais peut-être que dans la prochaine édition, j'en ferai quelque chose. Wilfrid Owen était homosexuel. Et ça, j'ai à un moment, j'ai pas trouvé les clés. Je trouvais que la scène était déjà dense. J'avais écrit une première version de la scène où il parlait de son homosexualité. Je l'ai enlevé après. Pas pour des questions de pudique, de pudeur ou quoi que ce soit. C'est parce que c'était vraiment déjà chargé. Pourquoi ça m'intéressait? Parce que on a cet esprit, une espèce d'image d'Épinal, c'est le combattant, le valeureux soldat, et il peut pas être homosexuel parce qu'on y attribue. Et comme c'est bien connu, tous les gens du spectacle sont des fumeurs de joint, etc., etc. Vous voyez, par exemple, voilà. Donc on travaille avec des images d'Épinal, et l'idée c'était que le spectacle aille à l'encontre aussi de tout ça. Et la femme, forcément, ça s'est fait naturellement, et ça a permis aussi un fil rouge à travers le spectacle. Et Je parle trop. Non, pas du tout. Au niveau des textes, justement, cette année, il y a une certaine densité où il y a quand même des scènes qui sont un petit peu plus longues. Donc là, une question pour vous deux. Toi, est-ce que tu as eu une autre manière de les écrire, les textes? Et Thomas, toi, tu as eu une autre manière de les appréhender cette année? Tu as senti une certaine densité ou finalement, ça peut être une saison normale là-dessus? Oh là là, non, c'était très très dense et en plus, du coup, il y a eu le timing était un peu serré. Des textes arrivaient tardivement de ma faute, oui. Mais ça fait partie en même temps de l'expérience des fantômes du vendredi. Maintenant, je commence à être habitué et donc c'est à nous de se débrouiller pour que les textes soient sus en temps et en heure. Et puis surtout après. Moi, ce que je me fais, c'est que j'essaye de voir bien le schéma de la scène, les points clés, les choses à pas oublier. Mais ouais, il y avait c'est énormément de travail en peu de temps, au niveau de l'apprentissage et tout. Mais ça fait partie du du contrat, on va dire. Oui. Après, c'est pas le seul endroit. Aujourd'hui, c'est quand on est comédien, les spectacles ont malheureusement tendance à pas trop tourner, donc il faut se débrouiller pour apprendre vite les textes ou alors trouver des subterfuges pour se débrouiller avec entre guillemets avec ce qu'on a et que ce soit très crédible dès la première et tout ça. Et puis bon, l'intérêt après des fantômes, c'est que c'est tous les vendredis, donc
Le premier vendredi, c'est souvent un peu à flux tendu, mais après, j'ai quand même une semaine après pour apprendre les textes mais moi, j'ai continué à travailler mes textes tout du long, là, tout le temps, parce que effectivement, c'est assez dense. Et il faut pas arrêter. Enfin, moi, j'arrête jamais de travailler les scènes à chaque fois, parce que je sais pas, c'est mon exigence à moi. J'ai envie d'améliorer à chaque fois. Et c'est aussi tout l'intérêt pour moi, personnellement. Moi, j'essaye aussi d'avoir un intérêt propre quand je fais les choses. C'est très intéressant de travailler les personnages au fur et à mesure. Comme en plus c'est dans la rue et tout ça, il y a des interactions avec les gens, avec le public, qui fait que il y a des choses qui se modifient, il y a des choses qui se peaufinent au fur et à mesure. Et puis on est dans le concret aussi du terrain. C'est-à-dire, par exemple, Paul Doublier, je suis vraiment devant l'usine et tout ça. Et qu'est-ce que ça fait devant cette bâtisse qui était vraiment c'était vraiment l'usine, et en fait à force de jouer devant, ça imprègne aussi. Ça, c'est la particularité, je trouve, des fantômes. C'est par exemple, l'année dernière, il y avait le personnage d'Adélard. C'est un moine, mais il avait aussi des fonctions comment dire, un peu d'intendance et tout ça. De guerrier aussi. De guerrier et tout ça. C'est de se remettre et la particularité aussi, c'est qu'on incarne des vraies personnes. Et ça, c'est spécial, hein, à vivre. Par exemple, Wilfred Owen, c'est spécial. C'est pas comme un personnage, on va dire, inventé de théâtre, que j'aime bien faire aussi, mais c'est vraiment la particularité. Et quand on ressort, moi, quand je ressors de la saison, il y a un truc peut-être je vais être un peu métaphysique, mais il y a une partie de la personne que j'ai réussi à intégrer. Notamment, ce qui est étonnant là dans D'Oublier, c'est que j'ai fini par avoir de l'empathie pour ce patron, forcément, et d'être de son point de vue. Quand on joue la scène, j'arrive, puis à un moment donné, je me fais engueuler par les ouvriers. Ouais. Et notamment certaines fois où il y avait beaucoup de figurants, tu ressens le truc, tu fais « Ah oui, d'accord, ok ». Et à un moment donné, il faut... du coup, tout d'un coup, faut être face à tout ça, et comment... Pour la posture comment... du patron. et comment tout d'un coup, tu finis par avoir le point de vue du patron qui se ressent agressé, qui... Selon lui, pour moi, il essaye de bien faire de son point de vue, quoi. Ouais, puis composer. Et voilà. Alors, c'est même si ce qu'il dit aujourd'hui peut paraître complètement hallucinant, mais ouais, c'est très intéressant en tout cas de pouvoir incarner des personnages qu'on n'est pas a priori dans la vie de tous les jours. Voilà. Et justement, on parlait de la densité des textes. Il y a une densité qui s'est créée aussi pour les textes des bénévoles. Oui. Pour vous deux aussi, comment toi, Jean-Philippe, tu leur as laissé la place cette année, et comment toi, Thomas, en tant que comédien, on travaille avec les bénévoles qui n'ont pas forcément tout le temps l'habitude d'avoir cette densité de texte. Il y a eu des scènes où c'était 7-8 pages de texte pour les bénévoles. Comment on travaille cette partie-là qui est certainement différente On la travaille. C'est pas un problème en fait. Sinon on n'y serait pas allé. Ouais. Voilà. C'est aussi parce que justement il y a un socle présent là qui avait envie de mordre un peu plus le texte, que ça a été possible. Hein. Ça fait partie de ce parcours des fantômes dont on parlait au début. Moi, ce que je savais, c'est que si on voulait casser, et ça résonne en même temps dans ta question antérieure, Valentin, si on voulait casser le modèle un petit peu des fantômes, avec sa succession de soliloques ou monologues, il fallait qu'on entre dans une autre dimension du texte, qui est celle de la partition à plusieurs voix, du dialogue, de l'échange. Et là,
tant sur une envie de mettre en avant le travail qui est fait par les amateurs que de toute façon aussi par des contraintes budgétaires. Voilà, on ne pouvait pas faire autrement. Voilà. Donc, c'était pas un problème parce que les compétences étaient là en interne, de toute façon. Mais en tout cas, on travaille avec la réalité. La réalité, c'est celle-ci. Donc là-dessus, à partir de ce moment-là, effectivement, ce qui a fortement changé, par exemple pour Thomas, mais pour moi aussi, c'est que quand on est face au public avec un monologue, bon ben voilà, comme le dit Thomas, c'est vrai que le texte évolue, il y a des réactions qu'on n'attendait pas, il y a des choses qui viennent petit à petit huiler un petit peu la machine, graisser la machine, et puis, mais par contre, on est seul. C'est-à-dire qu'on peut prendre des envolées lyriques, on peut revenir, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Quand d'un seul coup, il y a 2, 3, 4 ou quasiment 10 personnes sur une scène comme celle des Résistants, il y a beaucoup moins de place à l'improvisation et tout ça. Donc, après, par rapport à ça, il n'y a pas de secret, c'est le travail. C'est-à-dire qu'en fait, sur la partition des bénévoles notamment, on n'a jamais autant travaillé, pour le coup. C'est-à-dire que c'est passé par le travail. On a répété. Et puis voilà, ça s'est très bien passé. Mais ça fait partie, en tout cas, dès le départ, d'une volonté d'amener une autre dynamique dans les fantômes du vendredi. Voilà, ce procédé d'écriture. Moi, c'est la première fois que je fais ça vraiment, parce que soit moi aussi de mon côté, je mets en scène des amateurs, ceux qui aiment le théâtre, mais là de jouer, ou alors je l'ai fait il y a très très longtemps, mais vraiment de jouer des scènes assez conséquentes avec des amateurs, c'est vrai que la posture, comme tu dis, quand tu es tout seul ou que tu joues avec un autre professionnel, souvent il y a ce truc de confiance, tu sais qu'il va gérer des ruptures, voilà, et tout ça. Alors que j'ai vu souvent, des fois les amateurs, s'il y a un petit problème, ils peuvent être plus fébriles. C'est juste qu'ils ont moins d'expérience. Et comment, ça demande vraiment beaucoup de solidarité de faire ça. Comment tu te places? Comment toi faut pas prendre de haut ceux avec qui tu travailles, mais en même temps, j'ai vu beaucoup de bonne volonté, et puis on me sollicitait avant le spectacle. Ah, tu veux refaire une italienne? Alors une italienne, c'est on refait le texte. Et donc même les enfants, on parlait des enfants tout à l'heure. J'avais finalement des interactions très courtes avec eux, mais on refaisait les interactions avant. On me donnait des idées et tout ça. Puis moi, de mon côté, j'essaie aussi d'aider, de dire là, regarde, à ce moment-là, respire, à ce moment-là, voilà, donner le plus de billes possible pour et ça tout au long de la saison, quoi. Alors je vais rembrayer sur quelque chose qui est assez proche de ce que vous dites, c'est qu'une grande partie du spectacle se fait dans la rue, ce qui parfois vous amène à des interactions avec le monde extérieur, qui des fois peut revenir un petit peu, parce que voilà, on a tous les bruits d'une ville, donc on a du bruit, quelques surprises, comme la météo qui cette année a quand même été un petit peu compliquée. Comment on s'adapte à ces conditions? Comment vous le vivez de votre côté? Est-ce que justement il y a aussi une interaction particulière avec les bénévoles sur les accompagner pour justement se réadapter à ce genre de situations qui parfois peuvent être un peu déstabilisantes? En tout cas, cette année, il a plu à un moment donné. Et moi, ce qui m'a... En 6 ans, c'est la première année. C'est la première fois. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup plu, et c'est là que j'adore ça dans les fantômes, c'est qu'il y a une vraie équipe. Et le jour où il a plu, on a senti vraiment une cohésion de groupe. Tout le monde était là. Moi, de l'intérieur, honnêtement, moi, je kiffe ça parce que tout d'un coup, il y a la poussée d'adrénaline et on est hyper concentré pour que le spectacle soit là. Et c'est show must go on, quoi. Et du coup, tout le monde s'est activé et tout ça. Et en fait, comme on est dans la rue, des fois, on se voyait pas. Juste, on se croise et on se dit, il faut déplacer les chaises, il faut déplacer le matériel son. On se dit juste ce qu'il faut faire et on fait OK. Et c'est parti, quoi. C'est parti, ouais. Et à un moment donné, pour l'anecdote, moi, il y avait à un moment donné quand le jour où il a plu, donc on s'est rapatrié dans l'abbatiale. Et donc, moi, j'ai une scène avec Paul Caillé qui est censé amener les gens du cloître à l'abbatiale, mais ça se fait en extérieur. Et ça dure 5 minutes, le temps que les gens déambulent et tout.
Et là-dessus, moi, je fais des improvisations. Et là, il fallait faire ces 5 minutes, il fallait les combler dans l'abbatiale. Donc moi, je vois que mon moment, entre guillemets, arrive, je réfléchis à quoi faire. Et puis là, il y a Jean-Philippe qui arrive, fait « Ah, t'es là !» Il commence à m'expliquer ce que lui s'était imaginé. Et du coup, je lui dis « Moi, j'avais pas trop pensé les choses comme ça. » Et il me fait ok, fais comme t'avais pensé, je te fais confiance. Et là, ok. Et là, tu sais que tu dois tenir 3 à 4 minutes devant les gens. Et donc, bref, j'ai réinventé tout un contexte avec le personnage qui, en gros, expliquait aux gens n'ayez crainte, on est en sécurité dans l'abbatiale. Donc ça pendant 3 minutes. Et puis non, ça s'est bien goupillé. Je suis parti, je pars de la scène parce que vraiment j'avais plus trop d'idées. Et là, j'attends 3-4 secondes, mais c'était très long. Je me suis dit je suis parti trop tôt, mais non. Là, j'ai vu les lumières. C'est Ludo qui faisait les lumières qui s'abaissaient pile poil. Jean-Philippe qui arrive, qui avait eu le temps d'enfiler son costume. Et en fait. Voilà, nous de l'intérieur, des fois ça peut paraître très long, mais en fait c'était ça s'est bien goupillé quoi. Sur la question d'un point de vue compagnie, moi, je suis de plus en plus convaincu qu'il faut jouer dehors. Je pense qu'on a eu une dynamique du spectacle pendant très longtemps. On a enfermé les gens dans des salles obscures, etc., etc. Je suis pas loin de penser que ça a participé à fabriquer un peu d'entre-soi et à exclure une partie du monde du spectacle vivant. Et depuis, alors notamment depuis l'année dont on ne parle pas, 2020, le Covid. Moi j'ai en tout cas une vraie réflexion sur ça. On était à un moment où de toute façon on pouvait plus jouer en intérieur. Donc dans la compagnie par exemple, il restait quelques sous, on a acheté un gradin roulant, on a fait 40 mètres carrés de plateau et puis on a monté un spectacle pour aller le jouer dans sur les places de village. Je dis ça parce que dans la compagnie, on fait pas du théâtre de rue, c'est un genre aussi, voilà. Alors avec différents codes, avec tout ça, mais on fait de plus en plus du théâtre dans la rue. C'est-à-dire, voilà, on casse les murs et puis on va dans la rue. Alors moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'en fait, ça demande justement, encore une fois, de s'adapter. Et puis, il faut jamais oublier que c'est du spectacle vivant. Donc, il est organique et il fait avec ce qui vient. Déjà, dans une scène classique, c'est-à-dire un théâtre, rapport scène-salle, une boîte noire, etc., il y a une chose qu'il faut jamais oublier, c'est que nous, on passe notre temps à répéter une fiction à un moment. Sauf que le réel, il ressurgit toujours dans la fiction. Toujours. Il y a toujours un moment où le réel surgit dans la fiction. C'est la réplique qui part pas, c'est l'accessoire qui se casse la tronche, c'est tout ce qu'on veut. Mais à un moment, le réel surgit toujours. Alors, dans la rue, c'est exactement la même chose, en fait. Sauf que c'est un peu démultiplié. Effectivement, à un moment, t'as une grosse voiture qui passe avec des gros boum, 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 boum. Bon, tu joues, tu la regardes passer, puis tout le monde la regarde passer, puis on reprend. Enfin, les choses, elles se font assez naturellement et comme ça vient. Voilà. Et c'est vrai que c'est un espace de solidarité. Voilà, ça, Thomas a déjà suffisamment dit. Mais c'est assez extraordinaire. Un moment comme on a vécu, ou un moment... alors là, quand on est à mon poste à moi, c'est-à-dire qu'il y a 30 secondes pour choisir, et que je me souviens de Mélanie qui me dit « On annule la scène des enchères, on annule la scène... » J'ai dit « Non, on joue la scène des enchères. Le temps de réorganiser 14-18 et 39-45 dans l'abbatiale, parce que ça voulait dire effectivement ramener les enceintes, ramener les armes, amener les tracts, les affiches, enfin tout, quoi. Mais en même temps, c'est jubilatoire, quoi. Enfin, je vais pas dire le contraire. Parce que c'est d'un seul coup, je fais beaucoup d'ateliers, aussi, en tant qu'animateur. Et j'ai pas peur du mot animateur, hein. L'animateur, c'est celui qui donne une âme, hein. Parce que dans le milieu, c'est toujours galvaudé, animateur théâtre. J'essaie de donner une âme aux ateliers, et notamment avec, justement, les enfants et les ados. Y compris les adultes, hein. Là-dessus, à cet endroit-là, c'est la même chose. Et vous voyez pourquoi je prends ce biais. Le moment que j'adore, c'est quand arrive ce qui n'était pas prévu. Parce que c'est là que je sais, moi, si j'ai réussi mon boulot ou pas. Okay. C'est pas quand ils savent exactement ce qu'ils doivent dire, à quel moment, et que patati et patata. C'est quand d'un seul coup, c'est pas prévu, il y a un truc qui arrive, et là, c'est à eux.
Et je suis jamais en coulisses, par exemple, même avec les spectacles de gamins, je suis jamais en coulisses. Moi, je vais en régie, je fais ce que j'ai à faire, démerdez-vous, c'est votre boulot maintenant. Et là, dans ce qu'on a vécu, dans ce que relatait Thomas, ça a été exactement ça. Et c'est formidable, quoi, de voir comment tout le monde, qu'on soit plus aguerri, parce que nous, c'est notre boulot et qu'on fait ça à longueur de temps, ou des gens moins aguerris, tout le monde est monté sur le pont et puis y est allé, quoi. Y compris notre guide. Y compris notre guide. Si je peux y apporter mon expérience aussi à ce moment-là, c'est vrai que le moment où passer d'oublier, où t'as les pieds avec le caniveau là, et t'as les pieds dans l'eau, on voit même plus tes chaussures, et que derrière moi je dois reprendre et que je vois Mélanie au loin me dire bah attends je vais voir ce qu'on fait après. Et à ce moment de bascule là où tu dis là je me lance dans un truc, je sais pas ce qui va se passer après. Mais ça c'est formidable. Mais bien sûr, mais après par contre je vois souvent sur l'adrénaline quoi, ça donne une sensation extraordinaire. Parce que même il y a un des textes que je dois faire dehors que là je fais à l'intérieur de l'abbatiale avec les projecteurs. Moi, ça m'arrive jamais d'avoir les projecteurs dans la tronche et de pas voir le visiteur. D'habitude je vois toujours les spectateurs. Et là je me suis retrouvé pendant 2-3 minutes à rien voir comme un lapin dans les phares et à me dire je sais pas où je vais, je sais pas si les gens suivent, mais c'est pas grave. J'y suis pendant 3 minutes, après on verra. Mais oui c'est vrai que c'est ça me fait penser à aussi une autre anecdote du spectacle. Donc nous, il y avait la scène des soldats du coup qu'on a rapatrié dans l'abbatiale et tout d'un coup, je me rends compte que j'avais pas mes bandages. J'ai des bandages sur le crâne en haut de la tête. Et tout à coup, et donc avec Mika qui joue la scène avec moi, en fait, on a eu les mêmes réflexes et qu'on a regardé tout ce qui pouvait être blanc dans l'abbatiale, et y compris les n'importe quoi, enfin tout ce qui était des bouts de tissu. Il y avait peut-être un bout un mouchoir et un truc, et on était là en train de se dire il faut le bandage. Et puis finalement, t'es obligé de revenir au concret. Et en fait, j'ai pas mis de bandage. Je sais plus, j'ai rajouté une réplique pour dire j'ai juste dit j'ai enlevé mon bandage machin, et en fait on s'est débrouillé et puis voilà, les gens n'étaient pas censés savoir que j'avais un bandage, on l'a intégré différemment à la scène, mais c'est vrai qu'il faut pas, dans ces moments-là, faut pas s'accrocher en fait à ce qu'il y avait, faut s'adapter. Et la solution elle était très simple, c'est que je suis arrivé et j'ai dit désolé, j'ai dû enlever mon bandage, et en fait ça passait comme ça quoi. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous n'ayez pas anticipé cette année, un imprévu, la météo forcément, mais est-ce qu'il y a quelque chose où ça a un peu... Oui, de grande ampleur, non. Voilà. Après, oui, forcément. On s'est retrouvé un moment avec, de manière incompréhensible, par exemple, un son, parce qu'il y a toute une création sonore dans l'abbatiale, et le son était démultiplié, complètement démultiplié. Et ça, dès la première explosion qu'on entend dans l'abbatiale, on sent bien que là, là, ça va pas le faire comme ça à ce niveau-là. Voilà, il y a des choses comme ça imprévues. À la dernière, on a notre vidéoprojecteur qui, bon voilà, il y a ce qu'on appellerait des pannes techniques. Mais après, non, moi j'ai pas, là en tout cas, j'ai pas de souvenir marquant de quelque chose qui n'était pas prévu, qu'il a fallu gérer comme ça. Non. Ou alors ça fait partie, notamment quand on joue des scènes qu'il y a des enfants dans le public. Forcément, les enfants sont plus réactifs ou peuvent être plus imprévisibles. Mais c'est pareil, je commence à être habitué. On fait avec, quoi. Et là, il y avait donc il y a des enfants là c'était le dernier jour, il y avait beaucoup d'enfants dans le groupe. Et donc les enfants, ils n'ont pas du tout le même rapport que les adultes à se mettre un peu à distance des personnages. Et donc ils étaient tout près de moi. Et il y a une petite fille qui était tout proche de moi pour le personnage du patron. Et donc, mais après, je suis resté dans le personnage et je fais tu veux faire un bisou au patron. Donc ça a fait rigoler les gens, puis en même temps, ça fait office que c'est mis plus loin dans le public. Mais bon, voilà, mais c'est des petits trucs comme ça qui font rire les. En même temps, c'est ça. Souvent, quand il y a des petits imprévus, des gens qui passent et tout, c'est finalement des moteurs pour du jeu, ouais, ça amène du jeu. En fait, il faut voilà, le théâtre c'est l'art du présent de toute façon, hein, donc c'est voilà, tu fais avec ce qui vient. Je fais juste une parenthèse parce que tu parlais de Mika sur la réorganisation de la scène. Je fais un tout petit lien avec ce qu'on a pu se dire avant. Mika, c'est un trajet intéressant, par exemple. Mika, je l'ai depuis. Il était à l'atelier ado.
Quand il a démarré l'atelier ado il y a 6 ans, 6 ou 7 ans dans la compagnie. Et tous les ans, il a travaillé, il est venu dans les ateliers. Et puis, c'est un passionné, il a une vraie fibre artistique, il a un vrai truc. Et du coup, moi, je me retrouve avec 2 personnages, 2 soldats. Et ça tombait sous le sens à un moment de proposer ça à Mika, par exemple, qui est encore aujourd'hui parmi les amateurs au sens de, il est pas rémunéré pour ce qu'il fait. Mais voilà, on a quelqu'un qui va aller vers une professionnalisation. Enfin, ça, il n'y a pas tellement de doute, en tout cas dans son trajet à lui. Il le dit, c'est pour ça que je me permets de le dire. Donc ça a vachement de sens d'un seul coup de l'amener petit à petit à une partition comme celle de Stanley Wilson, quoi. C'est une parenthèse, pardon. Autre imprévu, du moins nous de notre côté office de tourisme, ça a été l'engouement autour de cette édition et le nombre de personnes. On peut peut-être rappeler les chiffres. On a eu 534 participants et 422 personnes en liste d'attente. Est-ce que vous avez comment vous l'avez senti et comment on peut expliquer que d'un seul coup, ça va faire 6 ans les fantômes, donc il y a eu le temps de mettre la machine en route et que ça commence à se faire un nom, mais c'est vrai que cette année, nous, du moins côté équipe tourisme, on a été assez impressionnés par l'engouement qu'il y a eu. Comment vous pouvez l'expliquer de votre point de vue à l'intérieur des fantômes? Pour ma part, moi j'ai un regard assez simple là-dessus. On sait qu'on a des gens, par exemple, qui reviennent tous les ans aux fantômes. Bon, juste préciser pour celles et ceux qui connaissent pas, parce que les chiffres sont, mais comme toujours, c'est-à-dire ils sont relatifs. Bien sûr. Ils sont énormes au regard de la capacité d'accueil en termes de spectateurs du spectacle. C'est-à-dire que c'est une jauge de 50 personnes, puisqu'on a des déambulations en rue avec une circulation qui n'est pas arrêtée. Donc des possibles dangers ici et là. On a des lieux où il faut monter des marches, passer par une petite porte. Donc on peut pas accueillir trop de monde. Néanmoins, on a des gens donc qui reviennent tous les ans, et puis on a des gens, on sait, c'est-à-dire ils ont fait les fantômes en 2019-2020, ils sont venus voir EI parce que c'était un tout nouveau spectacle, et ils sont revenus là parce que c'était aussi un tout nouveau spectacle. Donc, pour ma part, je pense que c'est ce qui a fait que très vite, finalement, en 3 semaines, 1 mois, toutes les places étaient vendues, puisqu'on a à 15 jours à peu près avant de démarrer, si ma mémoire est bonne, on était complet. Il y a ça. Il y a le fait aussi que, oui, bien sûr, je pense qu'il y a un petit nom qui commence à se faire avec ça, qui dépasse même le local, puisqu'on a des gens qui commencent à venir d'un peu plus loin. Et puis, on a aussi une chose, c'est que on est sur une période très proche, quoi. On est sur une période qui est beaucoup plus proche de nous et qui peut-être intéresse un peu plus les gens. Voilà. Ce que j'aime dans les fantômes, et je pense que ça participe de son succès aussi, c'est que c'est un spectacle qui, à la fois, va attirer des gens qui sont amateurs de théâtre, parce qu'il y a du vrai théâtre, ça joue, il y a des situations, des enjeux, des conflits de personnages, entre personnages et conflits internes de personnages et des choses comme ça. Et on a l'histoire. Et moi, j'ai rencontré sur le parcours de tout ça des gens qui sont allés très très peu au théâtre, voire pas, et qui sont venus parce que c'était l'histoire du patrimoine, c'était l'histoire locale, ça les intéressait, et qui ont trouvé une autre porte d'entrée sur le théâtre, et vice versa, de gens, tiens, si on avait pu revoir l'histoire comme ça, et à qui ça a donné l'envie d'aller fouiller un peu plus. Donc, voilà, moi c'est en fait l'ensemble qui fait que ça fonctionne plutôt pas trop mal. De ton point de vue, Thomas Non, en tout cas, ça fait très plaisir déjà de savoir que le spectacle marche bien. Après, c'est très agréable. Et puis, les fantômes, c'est une aventure qu'on fait depuis quelques années. Et puis, on lâche rien. Enfin, on continue de travailler, d'améliorer le jeu, de réinventer tout le temps. Là, cette année, on a réinventé. Moi, tant mieux, que les gens, que ça plaise aux gens. Enfin, c'est super. Mais en tout cas, de l'intérieur, ce que ça fait aussi, c'est que du coup, quand on sait qu'il y a des listes d'attente et tout ça, ça met un petit peu la pression entre guillemets. Et on se dit attention, je peux pas faire.
enfin, faut que je donne le meilleur de moi-même, quoi. Donc, pour moi, enfin, c'est que du positif de toute façon. Mais c'est vrai que de l'intérieur, moi, de toute façon, je suis concentré sur ce que je fais et j'y pense même pas trop, en fait, au fait que, enfin, qu'il y ait des listes d'attente et tout ça. Juste, c'est très agréable déjà d'avoir des bonnes jauges et de jouer devant de nombreux spectateurs. Pour moi, voilà, c'est super, c'est super. Et justement, on reste sur ce que tu disais, c'est vraiment du théâtre, les fantômes du vendredi. Et il y a eu des scènes cette année qui ont été assez marquantes, notamment la scène de 39-45, puisque c'est une scène qui est très dense, notamment par le nombre d'intervenants, et sans trop en révéler, puisque elle reviendra sans doute l'année prochaine. On a de l'humain, on a de l'émotion, on a beaucoup d'histoires individuelles à raconter et à interpréter, en majeure partie par les amateurs. Et il y a beaucoup de tension aussi parce qu'on est sur des histoires lourdes et en même temps ce sont des moments, c'est quasiment un moment d'apothéose par laquelle ça se termine avec la libération. On parlait justement de la libération, mais on avait une vague idée de ce qu'était vraiment la fin de la guerre à Corbie. Toi, comment tu as fait pour retranscrire toute cette époque-là ? Sans trop parler de la scène. Ouais, sans trop en révéler. Alors, il y a... je cherche comment pas trop non plus de vendre les choses. Non, mais en fait, la chose est simple. Effectivement, ce sont des histoires de gens. Ce que j'aime particulièrement, ce sont des gens ordinaires. C'est là où, cette année aussi, peut-être il y a quelque chose qui vient casser le code des fantômes habituellement. On l'avait amorcé, la casse, l'année dernière avec l'arrivée de Mamerto. Espèce de soldat lambda espagnol, un personnage complètement inventé et pourtant à la fois réel, c'est-à-dire un soldat dont tout le monde a oublié le nom, qui est sûrement mort à Corbie ou pas. Voilà. Parce que jusque-là, les fantômes, c'était toujours des personnages à grande valeur historique, reconnus localement, je parle, ou encore Bathilde, c'est encore autre chose, mais ou Sainte-Colette. Voilà. Là, ce qui m'a plu, et je pense que c'est la porte d'entrée sur tout ça, c'est-à-dire ce sont des gens ordinaires. La tension, elle est pour moi naturelle, c'est-à-dire quand on écrit une scène comme celle de 39-45, avec des gens qui ont fait le choix de lutter. C'est un choix. C'est-à-dire des gens qui disent non, moi je refuse ce truc-là. Ça ne se fait pas sans tension. Ça ne se fait pas sans dualité, ça ne se fait pas sans... Vous voyez ? Donc, j'ai envie de dire que cette tension, elle est interne, de toute façon, à l'engagement même de ces gens-là. Et c'est la puissance, pour moi, du théâtre, et comme j'aime le théâtre, c'est que il y a cet aspect organique du théâtre qui fait que, à un moment, effectivement, c'est une respiration d'un comédien, d'une comédienne, c'est quelque chose qui fait que... Waouh, c'est là, quoi. C'est là devant nous. Oui, je vais y aller, mais bordel, ce que j'ai les chocottes quand même, quoi. Et en fait, c'est cette complexité-là, humaine, qui fait, pour moi, une richesse, la richesse d'une scène comme celle-ci. Voilà. C'est l'explosion de joie quand un événement arrive dans la scène et qu'ils se rendent compte que, bah oui, c'est possiblement la libération. C'est-à-dire qu'ils sont pas certains non plus. Mais c'est-à-dire que moi, je l'ai écrit par rapport à ça. Oui, il y a des choses pas loin, mais on dit pas, ça y est, c'est ça. Ça, si ça se trouve, c'est ça. Enfin, ça y est, ça doit être la libération. Ça doit être la libération. Mais au moment où ils vivent ce truc-là, ils en savent rien de ce qui est réellement en train de se passer. Quand Camille Roland part en reconnaissance, il part en reconnaissance pour voir ce qui se passe, pas parce qu'il sait. Voilà, donc c'est sur toutes ces incertitudes-là que ça a permis de nourrir, d'incertitudes historiques, que voilà, ça a permis de nourrir une scène comme celle-ci, quoi, qui effectivement a des coloris complètement différents. Et oui, c'est vrai que nous, on a un espèce de biais, parce qu'on sait que c'est la libération, on sait que ça a eu lieu, mais eux, quand ils y sont, il n'y a rien qui prouve que ça va. Il n'y a rien qui prouve que c'est ça qui est... Peut-être la libération n'a peut-être pas duré longtemps. Ben, peut-être, mais bien sûr. Bien sûr. On ne sait pas. C'est ce qui fait rappeler, par exemple, sur une scène comme ça, de temps en temps, sorti un peu des cadres, en rappelant, mais ça dépendait aussi du public, du ressenti du public. Il m'arrivait 2-3 fois de dire oui, non, parce que j'ai l'impression que la révolution c'est le 14 juillet, mais non, la révolution c'est 10 ans.
La Révolution française, elle se fait sur 10 ans, quoi. Mm. Alors oui, il y a un événement, il y a un truc majeur qui est en train de se passer, mais à l'échelle de l'histoire, c'est 10 ans, la Révolution française. Donc c'est pareil, voilà, il y a un truc qui se passe, est-ce que c'est ça, c'est pas ça, ils sont pris au présent, dans l'histoire, et c'est peut-être là où ça se rejoint, le théâtre et l'histoire, c'est que c'est quelque chose qui se fait au présent, quoi. Le procureur syndic, il le dit, il tente des trucs. Ils tentent des trucs. Mais c'est ça qu'on a beaucoup plus, hein, je pense, cette année, le fait qu'on ait la sensation, alors je n'étais pas parmi les spectateurs, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a la sensation d'être vraiment au moment présent, au moment où ça se passe, quoi. Alors que les années précédentes, c'était plus un personnage, effectivement, qui mettait un peu plus de distance. Là, il y a des fois, notamment, là, je repense au trajet quand on amène tout le monde à l'abbatiale, on a fait les sirènes, il y a les coups de feu et tout ça. Bien sûr, on fait en sorte que les gens n'aient pas peur, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui étaient vraiment dedans au point que c'était très 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 fort pour ces personnes, quoi. Moi, sur ce final dont tu parlais, et par rapport à ce que tu dis, j'ai une dame qui est venue me voir alors qui était vraiment bouleversée, en tout cas par ce truc, et elle me dit que elle a eu honte. Parce qu'en fait, elle a été tellement prise dans cette scène, 39-45, on regagne l'abbatiale, etc., que quand les portes de l'abbatiale se sont ouvertes, elle a pensé à Oradour-sur-Glane. C'est-à-dire qu'elle a pensé qu'on venait les enfermer là pour brûler tout le monde, quoi, en fait. C'est ça qui lui est apparu au moment où les portes de l'abbatiale s'ouvrent. Je dis, c'est fort. C'est-à-dire qu'effectivement, tu viens toucher... Mais les gens loin alors c'est une personne, d'autres l'ont exprimé différemment, mais ouais, c'est un truc assez fort, ouais. Mais pareil, je pense qu'on a réussi, collégialement à amener aussi les gens, je pense à la scène 14-18, où pareil, ça a été très bien retranscrit, le fait que ce soit 2 soldats, un anglais, donc Wilfrid Owen, et un australien, Stanley Wilson, qui sont très jeunes et à l'opposé du globe qu'on vient mettre là. Pareil, il y a cette incertitude qui est là, parce que qui est très bien retranscrit aussi, où ils savent pas trop quand est-ce que ça se termine ou quoi. Et je trouve que ça a touché, des retours qu'on a eu, ça a touché les gens de se dire, ils étaient vraiment jeunes, ils venaient vraiment de loin, avec les moyens aussi. À un moment, le soldat britannique explique que lui, il a la possibilité de repartir. Stanley, lui, il peut pas repartir en Australie en permission, se reposer 2 secondes. Ils étaient dans le coin, et pareil, je trouve que ça, on a réussi à le redonner aux gens, en fait, cette authenticité, la réalité un peu de... Mais ça fait partie par exemple, du procédé d'écriture. C'est-à-dire que sur 14-18, on a dit beaucoup, les gens ont plein d'images, les gens... voilà. Donc, comment on fait ? Oui, on peut dire 10 millions de soldats morts. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? On n'a pas de représentation de ça. 10 millions de soldats morts, on voit sur des frises chronologiques, ça démarre à telle date, ça s'arrête à telle date. On peut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la bataille de la Somme 1916, c'est 50 morts par seconde. C'est énorme, 50 morts par seconde. Et en même temps, ça veut pas dire grand-chose. Donc moi, le parti que j'ai pris dans l'écriture, c'est de dire à un moment, on va se prendre ces 2 petits gars, puis on va raconter leur histoire. C'est-à-dire celui Owain, qui rêvait d'études, de poésie, de littérature, etc., qui se projetait plutôt là-dedans, quoi, qui est d'abord floué par un évêque, puis qui se retrouve en France et qui devient professeur d'anglais parce que c'est sa seule force quand il arrive en France. Le Stanley Wilson qui fait quelques armes, etc., puis qui finalement se part plutôt vers l'agriculture, il est producteur de lait. C'était des vies. C'était des gens, moi ça me touche toujours, c'était des gens ordinaires, quoi, en fait. Et ça, c'est ce qu'on n'avait pas dans les versions précédentes des fantômes. Avec leurs contradictions. Alors je spoil peut-être un peu la scène, moi ce qui m'a marqué... Alerte, spoiler. Non, mais ce qui m'a marqué chez les 2 personnages, et tu le dis, moi, il voulait faire de la poésie et tout ça, mais il le dit, je me suis engagé volontairement. Oui. Et ça, même en regard de notre époque, c'est quand même, c'est à l'époque, les jeunes 18-20 ans, il y avait ce truc, ils y allaient, entre guillemets, de bon cœur, quoi. Et sans savoir ce que ça allait être au final, quoi. C'est ça, moi, qui me frappe, c'est-à-dire, c'est difficile, de se projeter dans la mentalité de l'époque où ils voulaient vraiment aller au combat, ils avaient une fierté à faire ça, à défendre leur patrie et tout ça, c'est vraiment spécial, hein. Du coup, je
Du coup, je redonne une petite information historique qui va un peu dans ton sens, c'est que les Australiens, c'est 400 000 soldats qui sont partis, tous volontaires. L'Australie n'a jamais forcé la main à qui que ce soit, n'a jamais enrôlé personne pour aller à la guerre. Et donc, eux n'ont pas hésité à aller traverser le monde pour aller rejoindre leurs cousins anglais pour cette guerre. Ce qui est énorme, bien sûr. Et puis, petit aparté, hier, l'équipe de l'Office visitait les locaux de la CWGC, donc la War Grave Commission, Commonwealth War Grave Commission, et il y a encore ce travail de recherche des corps, des descendants, etc. Enfin, c'est plus que concret, et je trouve que là aussi, la force des fantômes de cette année, c'est comment le théâtre s'est mis au service de l'histoire pour vraiment authentifier, et que ça touche, c'est un biais qui est génial, je trouve, pour toucher les gens, pour qu'ils comprennent, parce qu'effectivement, tu peux lire qu'il y a eu des millions de morts dans un livre d'histoire. Alors déjà, à l'âge où on l'apprend ou quoi, on a du mal, mais même en étant adulte, on a du mal à comprendre ce que c'est, et là, je pense que c'est retranscrit, et c'est ça qui touche sur cette scène-là en particulier, quoi. On change de sujet. On va peut-être partir sur Raoul. On n'a pas encore trop abordé mais Raoul. Notre moine convers qui accueille toujours nos visiteurs dans l'abbatiale. À la fin de son discours, alors sans trop spoiler non plus, il est évoqué que Raoul porte sa mort depuis sa naissance. Rassurons-nous, c'est pas un personnage qui va nous quitter prochainement. Non, mais non, puis il ouvre la porte en disant qu'il est là depuis 450 ans de toute façon. Donc, c'est un roublard, Raoul. Raoul, c'est un Marseillais, c'est-à-dire quand il s'est fait mal au doigt, il veut que tout le monde pleure, quoi. et alors, le fait d'avoir écrit ça, ça t'est venu quand, toi, dans l'écriture est-ce que tu penses que ce sera toujours ton petit chouchou pour l'édition? Bah, je sais pas, c'est pas quelle continuité on donnera à Raoul, et ça, on sait que ça se fait aussi en aller-retour ensemble avec l'Office de tourisme et la compagnie. Ouais, moi, mon Raoul, je l'aime bien, mais je l'aime bien aussi, mais purement aussi en tant que comédien, quoi. C'est-à-dire que parce que c'est un bonheur de jouer un personnage pareil, quoi. C'est fatigant parce que ça vraiment c'est 3/4 d'heure de tension dans le corps, mais c'est pareil, voilà, ça passe par le corps, c'est de trouver les points de tension du corps qui fait que je peux tenir un tremblement pendant 45 minutes quasiment sans le lâcher, qu'il y a cette voix qui est celle de Raoul, bref, mais ça c'est du travail de comédien. Ce qui est c'est Raoul, il peut tout se permettre, quoi, en fait, Raoul. C'est ça qui est chouette aussi, le nombre de fois où il part en digression, où il y a des impros, enfin, il y a des choses qui se passent avec le public qui étaient pas prévues. Ça, c'est plutôt chouette. Non, la fin de Raoul, elle est concrètement écrite en clin d'œil et en reprise de ce fragment d'Albert Cohen, aux Vous frères humains, l'histoire de l'homme, enfin de la planche qui servira le cercueil de l'homme, et qu'elle existe déjà, cette planche. C'était compliqué à terminer ça, en fait. Comment on fait pour terminer sur une note qui reste théâtrale tout en engageant sa propre parole en tant qu'auteur, et puis dire quelque chose qui soit pas trop moraliste, misérabiliste ou je sais pas quoi, mais en ouvrant, enfin, pas sur une fin qui ferme, mais sur une fin qui ouvre. Voilà, ça c'était ma problématique à moi, hein. Enfin, mais là, je suis dans un truc qui est purement au-delà du sensible en soi, qui est vraiment un effort intellectuel. Donc, comment on ferme ça, comment machin, comment ceci, comment cela. Et après vient le sensible et l'autre chose. Mais voilà, moi, je voulais une fin qui ouvre. Et le paradoxe, c'est qu'elle ouvre sur l'idée que Raoul puisse mourir, en fait, puisqu'on parle de mort, alors que peut-être je me fourvoie, hein, mais j'ai la sensation que c'est une fin qui ouvre à une aspiration à vivre ensemble, quoi. En fait, à faire humanité, à faire, à faire réflexion de ce.
de ce qu'est l'altérité. Pour moi, l'altérité, c'est ce qui nous humanise, en fait. Voilà, j'ai besoin de l'altérité. Alors, autant, parfois, on peut écrire, comme certains l'ont fait, l'enfer, c'est les autres. Mais en même temps, l'altérité, c'est ce qui me rend sensible, c'est ce qui me rend humain, c'est ce qui me touche, qui me déclenche des colères aussi. C'est ce qui vient me fracturer mes certitudes, c'est ce qui fait mon humanité. Donc, moi, j'ai espéré une fin qui ouvre sur un désir d'humanité ensemble, quoi, en fait. Voilà. C'est un peu cucul la praline, dit comme ça, mais en tout cas, c'est ma réalité. Et est-ce que vous imaginez des personnages, soit des années précédentes, soit cette année, qui vont évoluer, est-ce que tu as déjà des idées si potentiellement il y en a qui reviennent en 2025, qu'on va faire évoluer comme ça, parce que Raoul, il a pris une densité, là, sur son discours de fin, il est plus trop guide, il passe un message au public quand même. Alors Raoul, il y a une chose qui échappe peut-être. Je reviens directement, mais Raoul, mais pour de vrai, hein, mais je crois que c'est pas anodin si on se retrouve à cette table-là. Et je dis pas ça parce que t'as fait vraiment, je trouve, Valentin, un boulot extraordinaire qui dépasse le travail de guide touristique, guide historique. Mais c'est un vrai hommage au métier que vous faites. C'est pour ça qu'il met sa casquette et qu'il enfile son petit gilet et qu'il dit regardez votre Raoul, il va finir guide touristique. Voilà, parce que vous passez votre temps à côtoyer les fantômes de l'histoire, en fait. Hein. C'est ça qui est aussi passionnant et où ça se retrouve. Donc Raoul, oui, il a pris la place qui est la sienne. Je pense à ça là parce qu'au début c'était un guide qui faisait la visite. La première année, c'était Vincent qui faisait la visite à l'intérieur comme il l'a fait habituellement, quoi. Et puis on a décidé d'aller vers la théâtralité, d'où la création de ce personnage de Raoul, qui aujourd'hui est un incontournable. Moi, je vois pas, très honnêtement, je vois pas trop les fantômes sans Raoul aujourd'hui. Tant qu'on ira dans l'abbatiale, je pense que voilà. Après, on peut réinventer le pourquoi ils sont dans l'abbatiale. On peut réinventer la technique à l'intérieur pour continuer à faire vivre ce qui peut se passer dehors. Si on veut, à mon avis, si on veut enterrer Raoul, il faut quitter l'abbatiale, quoi. Il sortira pas de là autrement que ça. Les fantômes, en fait, ça commence avec le baron de Quai de Saint-Émond et ça finit avec Raoul. Avec Raoul, ouais. Et toi, Thomas, t'as quelqu'un que tu voudrais faire revenir ? Moi j'ai beaucoup. Justement là, on va pour les journées du patrimoine. Il y a Mamerto qui va revenir. C'est un personnage que j'adore et qui je vais voir justement parce que quand on n'a pas joué les personnages depuis un petit temps, ils évoluent forcément parce que on croise des gens qui nous font penser à. Il y a Adélard aussi qui va revenir. Est-ce que j'ai envie moi, j'ai toujours envie, de toute façon, voilà. Après, ce qui est appréciable, justement, si on reprend un peu la même mouture l'année prochaine, c'est qu'on joue des personnages, on est dedans, et après, dans l'année, forcément, on croise des vraies personnes qui vont nous faire penser à, ou des situations, et ça nourrit de toute façon le personnage. Enfin, la vie, elle amène... Et une fois qu'on a joué le personnage... c'est comme le bon vin, quoi. De toute façon, ça peut faire que s'améliorer. Après, j'adore. Franchement, je suis content de tous les personnages que j'ai pu incarner parce que, comme je disais tout à l'heure, ça marque vraiment, quoi. Moi, la guerre 14-18 aujourd'hui, ça change complètement mon point de vue. Le fait d'avoir incarné ce personnage. Qui c'est même pas un personnage, c'est une vraie personne qui a existé. Mais tout d'un coup, voilà, on se projette dans la vie de la personne. Après, et puis il y a toujours des recherches que je refais de toute façon. J'en ai fait en amont du spectacle, mais moi je suis curieux de l'histoire et ça me donne le temps de re-regarder, de faire des parallèles avec d'autres choses. Et puis des fois, c'est souvent le hasard de la vie, des fois, qui amène à faire « Ah, mais en fait, j'avais pas vu que dans l'histoire, c'était lié à ci ou ça. » Notamment, moi, il y a un truc qui me fait penser à ça, c'est le personnage Tolkien, qui est plus connu, il fait beaucoup penser à ce personnage de Wilfred Owen. Et moi, j'avais aucune idée, en fait, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas que
tout ça est inspiré d'un vrai vécu de la guerre des tranchées. Et ça apparaît en fait après quand on voit le Seigneur des Anneaux, on fait ah oui, oui, oui. Et donc du coup, j'ai pas de conclusion à ce que je dis, mais ça nous fait enchaîner avec l'autre question qui est est-ce que tu travailles sur des spectacles comme ça qui sont similaires aux fantômes, ou est-ce que les fantômes c'est assez inédit dans le format Alors c'était inédit, et puis après avec Jean-Phi, on a travaillé sur les mystères de Folleville où c'est aussi similaire. Mais moi c'est la première fois, on va dire, depuis 5 ans, mais j'ai pas c'est vraiment c'est vraiment spécifique comme genre. Peut-être que c'est un nouveau genre parce que c'est un mélange de choses et ouais, j'ai presque même l'impression de devenir spécialiste parce que il y a des contraintes et qui sont liées en fait à ce spectacle, à ce type de spectacle, je sais pas comment dire. Et du coup, tu parlais tout à l'heure des changements de personnages rapides. Mais ça, l'année dernière, je passais de Mamerto, qui est un personnage, on va dire, c'est un soldat espagnol, sur une scène, on va dire, plutôt comique. Et puis tout à coup, je passais sur le personnage d'Adélar et j'avais vraiment, je sais pas moi, 3 minutes pour me changer, 4 minutes. Et je me souviens des premières fois où comment j'étais en tension, comment ça me stressait et tout. Et aujourd'hui, je sais pas, c'est comme cette année, comme si j'avais assimilé ce moment et je me change tranquillement, calmement. Je sais comment passer d'un personnage à un autre et des personnages qui sont en plus dans les deux cas radicalement différents. C'est pas du tout le même contexte historique, ils sont pas le même âge, presque, on va se dire, ils ont rien à voir. Et ça change même de voix, le corps il change. Et c'était si le format des fantômes était inédit ou s'il y avait d'autres spectacles comme ça qui étaient pour l'instant, oui, c'est inédit, à part les mystères de Folleville. Et c'est quelque chose. Ouais, c'est en allant, on construit ce spectacle et ça. Enfin, c'est vraiment appréciable en fait de l'intérieur. Justement, quand on est comédien, ça veut tout et rien dire. On peut faire de la voix off, on peut faire du cinéma et tout ça. Et là, d'être lancé dans un truc et se sentir un peu spécialiste de quelque chose, pour moi, c'est très agréable. On se dit, ah ouais, ça, c'est un savoir-faire. Ouais. Et puis que tu peaufines et tout ça, quoi. Ben ouais, je me permets de rebondir sur ce mot-là, c'est ça. Il y a quelque chose parce que, comme on l'a dit, c'est un genre à part, les fantômes. Voilà. Et c'est vrai que, comme tout genre à part ou comme toute spécificité, ça appelle d'autres spécificités. Et dans le travail du jeu d'acteur, il y a un savoir-faire qui se patine en allant au service de ce geste artistique-là, parce que ça reste un geste artistique au service de l'histoire. Mais ça, voilà. Et ça a ses particularités que tu trouves ni sur une scène de théâtre, ni tout à fait en théâtre de rue habituel. C'est, voilà. Et on bénit quand même l'inventeur de la trottinette électrique. Ah oui, pour les grosse pensée. Ah oui. Parce que ce que les gens ne voient pas, mais ce que moi je vois à chaque fois, parce que je suis en tête de cortège, c'est que j'ai toujours une vue d'un personnage de dos qui part en trottinette. Donc pour conclure, finalement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette édition 2024 ? Et est-ce que vous voyez déjà des petites choses qui pourront commencer à s'installer pour 2025 ? Moi, oui. Alors, oui, je vois des petites choses. La partition est quand même dense. On est quand même sur quasiment 3 heures de spectacle. Par contre, il y a des choses glanées dans la création de cette année, la présence d'un soldat français, par exemple, d'autres figures de résistants, des choses autour des revendications sociales qui sont un petit peu mises de côté, qui pourraient émerger l'année prochaine. De là où je regarde les choses aujourd'hui, peut-être pas encore assez de recul, je me dis que si on veut vraiment à un moment intégrer un événement majeur à l'intérieur, il va falloir faire le choix d'en supprimer un autre, parce qu'on va pas pouvoir l'ajouter, à mon sens.
Encore que, on a des gens qui nous disent, en fait, la majorité des gens disent quand même qu'ils n'ont pas vu passer les 3 heures. Ouais. Voilà. Et on a même des gens qui disent, moi, j'en aurais bien repris une louche quand même. Donc, voilà. Alors ça existe aussi. Donc oui, il y a des choses à pouvoir peaufiner, ajouter, aiguiser. Je vais dire, mais dans sur la même structure de partition. Après, voilà, moi c'est la version dont je suis vraiment le plus content en tant qu'auteur, metteur en scène là-dessus. Parce que plus que jamais, effectivement, on est à cet endroit-là de la rencontre du théâtre et de l'histoire, ou de l'art et de la culture au sens des choses de l'esprit. Et vraiment, il y a une vraie rencontre qui se fait là, qui est saisissante. Et ce qui m'a... on sent un public qui passe par des émotions complètement différentes. Enfin, c'est du théâtre comme je l'aime, quoi. Ouais. C'est-à-dire, oui, on peut parler de sujets graves, oui, on peut parler de choses sérieuses, sans avoir l'impression d'avoir un couteau dans le dos et que ça pique. C'est-à-dire que, pouf, d'un seul coup, on remet à distance par l'humour, par... très honnêtement, même si je vais vers des textes d'auteurs dramatiques quand je les monte, c'est ce que je cherche, quoi. Et ça me semble rester une parole en même temps. Comment dire, c'est voilà, comme me disait ma copine Hélène Coé, t'as fait un vrai spectacle avec un vrai point de vue. Donc de là où je suis, forcément, ça me sied. Voilà. Donc de ce point de vue-là, d'un point de vue de la dynamique, comme tu le soulignais tout à l'heure, il y a une solidarité, enfin un truc, un élan. Voilà quelque chose qui, je sais pas dans les rues de Corbie, mais qui dans la compagnie, en tout cas, amène un vrai truc, quoi. Un vrai truc, qu'on n'avait pas les années précédentes. Et puis après, ben voilà, c'est-à-dire qu'on a l'histoire. Enfin, on a ces périodes de l'histoire. On a des gens, je trouve que dans ce moment, parfois, je trouve assez terrifiant. Moi, j'ai trois filles à faire grandir dans ce monde. Que parfois, c'est un peu lourdeau quand même. Moi, je ressors de là en me disant, mais si, en fait, il y a des tas de gens, de grandes figures historiques qui ont su s'opposer à des tas de trucs, mais tout comme des tas de gens ordinaires. Qui ont refusé un moment de plier un genou et que bah non, c'est pas comme ça que ça va se passer, quoi. Voilà. Donc c'est stimulant. Bah, je suis très fier, moi, de tout le travail qui a été fait. Et puis comme tu le dis, c'est je retrouve dans ce spectacle, ça c'est en interne, l'esprit de troupe qui fait que moi, ce métier a du sens pour moi. Moi, j'ai besoin de cet esprit du troupe. Pour moi, c'est fondamental qu'on peut perdre dans d'autres créations pour des contextes budgétaires divers et variés. Et là, je retrouve ça. Et je pense que chacun là, à son endroit, il faudrait que j'interroge tout le monde, mais je pense que chacun à son endroit a trouvé, sa place. C'est un peu un grand mot, mais il a trouvé son... En tout cas, moi, je l'ai trouvé. C'est un spectacle qui a du sens. C'est un spectacle où, comme tu l'as dit, Jean-Phi, où il y a des réels engagements qui fait réfléchir, dans lequel... Enfin, c'est pas tout le temps que tout converge comme ça quand on fait ce métier. Et donc là, c'est en tout cas très appréciable. Et donc mon souhait pour l'année prochaine, c'est déjà de garder ça, parce que ça peut aussi s'évaporer. Donc garder ça et puis de peaufiner. Il y a plein de détails, plein de choses à peaufiner, à améliorer. Et puis je sais très bien que Jean-Phi modifiera des trucs au dernier moment, donc ça aussi. Mais c'est pareil, il faut garder, il faut retrouver l'émulation, la stimulation c'est ça aussi qui fait la grande force des fantômes, c'est qu'à chaque fois, ça pourrait, comme c'est tous les vendredis, on pourrait un peu s'endormir et tout, mais non, pas du tout. Il y a toujours, on essaie toujours de se renourrir, toujours de se restimuler. Et je pense que ça se ressent dans le spectacle.
Et je me permets juste, je sais que Florence Costumière, elle veut continuer à faire grandir les choses. Pour elle, elle n'est pas arrivée au bout de sa démarche. Là, pour le coup, pour des contraintes budgétaires. Mais voilà, elle aimerait pouvoir aller plus loin et étoffer encore la partie esthétique et costume. On a hâte de voir ça. Et enfin, un petit point actu, votre actu respective. Oh là. Voilà, c'est le moment pub. Eh ben moi là présentement je fais un stage jeu caméra, donc ça n'a rien à voir, mais je démarche un peu là-dedans depuis quelques années. Donc ça s'appelle 5 jours, 5 castings, et donc on va à la rencontre de 5 réalisateurs ou directeurs de casting, et on a des scènes à travailler. Et puis évidemment quand même pour les journées du patrimoine, là juste ce week-end, je reprends le personnage de Mamerto et de Adélard. Donc ça, c'est l'actu proche. Et puis après, je vais pas faire toute mon actu parce que ce serait trop long. Trop long et trop chargé et trop dispersé pour on se dirait, oh là là, mais ce comédien est complètement dispersé, il fait trop de choses. Donc voilà pour mon actualité. Pour l'actu, là déjà on finit de déménager les fantômes. On est à 2 jours, je pense qu'on va être à peu près à 4 jours de travail pour déménager tout ça. Bref, blague à part. Moi je suis très heureux parce que on va probablement reprendre là un spectacle que j'ai pu monter dans l'accompagnement de la création d'un vrai spectacle avec des personnes en situation de handicap mental, qui s'appelle l'extraordinaire usine à rêves, qu'on doit reprendre là courant octobre pour jouer en novembre, et notamment une date a priori possible à Marcel Cave, puisque c'est là que nous sommes installés avec la compagnie. Et dans la foulée, je démarre un travail du même type, c'est-à-dire la création d'un spectacle qui a priori sera plus sur une thématique familiale, avec un autre groupe dans un autre foyer d'hébergement, donc pour adultes en situation de handicap mental toujours. À Tille-aux-Lois. Ça c'est avec un travail conjoint entre le département de la Somme et la communauté de communes du Grand Roi. Et puis d'un autre côté, moi j'aimerais pouvoir l'actu là, c'est de laisser plus de place à la fiction vidéo, puisque de plus en plus c'est ça que j'ai aussi envie de travailler, d'aller explorer d'autres façons de raconter des histoires. Je l'ai fait un petit peu devant la caméra, et l'idée c'est d'être un peu plus derrière. Voilà. Eh bien merci messieurs pour Merci. ce petit podcast. Merci à vous. C'est ainsi du coup que se termine ce premier épisode à la table des fantômes. Ce podcast vous a été présenté par l'équipe de l'Office de tourisme du Val de Somme. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.